Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans ces reportages d'été 2024 en Avignon. Après la ville et le pont d'Avignon, nous allons visiter maintenant la fameuse Cité des Papes. Nous verrons quelle relation avait le roi de France Philippe IV le Bel et la papauté et pourquoi les papes se sont installés à Avignon. Nous verrons également durant les 67 années de papauté quels ont été les papes les plus influents parmi les 9 qui ont régné. Dans le palais, nous ne manquons pas de voir des fresques inestimables, de monter sur les terrasses et de s'attarder dans les jardins. Le palais des papes, dont on dit qu'il était le plus grand palais gothique au monde, est un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. Nous sommes dans la France moyenâgeuse de Philippe IV le Bel, où le royaume de France connaît son apogée. En ce temps-là, Boniface VIII, le pape, s'estimait au-dessus des rois avec son pouvoir spirituel. Philippe le Bel est un roi pieux et n'hésite pas à s'immiscer dans les affaires de l'Église, mais subit l'opposition de Boniface VIII. Cette rivalité mène à un conflit pour une histoire d'impôt que souhaitait Philippe le Bel sur les revenus de l'Église. Philippe IV reçoit le soutien des évêques de France et met la pression sur l'Église et influence la tenue d'un nouveau concile. Boniface VIII finit par céder avant de mourir en 1303. Après le pape Benoît XI, qui ne régna qu'à peine 2 ans, Philippe IV fait élire en 1305 un pape français, Clément V. Bertrand de Gaulle, 195e pape de l'Église catholique, est le 2e pape d'origine française. En 1309, il est en voyage en France. Il s'arrête dans le comtat venessin pour apaiser les relations tendues entre le pontificat et le roi de France. Avec les tumultes que connaît la ville de Rome, il séjourna durablement à Avignon, s'installa dans le palais, y régna 9 ans et devint le premier pape d'Avignon. Depuis, le Rhône marque la frontière entre le royaume de Philippe IV et l'empire de la papauté, d'où l'appellation en Avignon plutôt que à Avignon. Le palais des papes est à la fois un palais urbain, mais également une maison forte dont l'architecture défensive traduit la force de l'empereur catholique. Une fois à l'intérieur, le palais dévoile un autre visage. On devine qu'à l'époque, les papes furent attachés à un certain confort. Le faste et l'esthétique, la force et la puissance, font de ce palais la plus belle et la plus forte maison du monde. Entrons dans la cour d'honneur et parlons d'un autre pape d'Avignon, Jean XXII. Après 2 ans de tergiversation, les cardinaux élisent en 1316 Jacques Duèze comme 196e pape sous le nom de Jean XXII. Au regard de son grand âge, il est plutôt choisi pour être un pape de transition. Mais son exceptionnelle longévité le fera quand même régner 18 ans. Durant ces années, il associe durablement la papauté en Avignon. Mais le palais a réellement pris son ampleur avec Jacques Fournier, 197e pape sous le nom de Benoît XII. Durant ses 8 ans de règne, il poursuit la réorganisation de la cour pontificale engagée par Jean XXII. En 7 ans, de 1335 à 1342, il fait ériger un palais plus adapté aux besoins du gouvernement centralisé de l'Église ainsi qu'à toute l'administration pontificale. Cette refonte est connue sous le nom actuel de Palais Vieux, en opposition au Palais Neuf construit par ses successeurs. Ce chantier
connu pour être le plus vaste de l'Occident du XIVe siècle, durera 20 ans et mobilisera plus de 800 ouvriers en continu. Entrons maintenant. C'est ici, dans le consistoire, que le pape convoque ses cardinaux pour débattre des questions politiques, juridiques et théologiques de la plus haute importance. Et voici l'oratoire du consistoire, la chapelle Saint-Jean, où est retracée la vie de Saint Jean-Baptiste. Nous devons ces peintures à l'artiste Matteo Giovannetti, qui fut le peintre du pape Clément VI. Restons dans les peintures murales exceptionnelles. Nous entrons dans la chambre du pape. Sur un fond bleu est représenté des végétaux symbolisant de la vigne et des feuilles de chêne et où nous pouvons apercevoir quelques oiseaux et écureuils. Puis, après avoir emprunté cet étroit couloir, nous passons dans la chambre du cerf, cabinet de travail du pape Clément VI. Décor au motif de plaisirs seigneuriaux, il est clairement représenté des scènes de chasse et de pêche. Chasse aux faucons, chasse aux furets, chasse aux chiens courants, pêche dans le vivier. Revenons à l'administration de la papauté. Voici la grande trésorerie et les services financiers. On y tenait les registres des dépenses et des recettes, et c'est ici que les collecteurs d'impôts déposaient l'argent récolté. Et cette salle a un plancher particulier. Sous ces dalles étaient cachés les trésors. Nous voici dans le Grand Tinel, grande salle où autrefois les festins prestigieux de la papauté y étaient servis. À l'origine, il était orné de fresques murales. Malheureusement, en 1413, le Grand Tinel fut victime d'un incendie qui le ravagea. C'est également ici que l'on élisait les papes en conclave, cum clave qui signifie fermé à clé. Pour l'occasion et pour éviter les influences extérieures, on mure les fenêtres, on fait garder les portes et seul reste une ouverture pour livrer les repas. Une fois le nouveau pape élu, le Grand Tinel retrouve ses formes originelles. La visite nous amène sur ce palier qui a tout l'air d'une loggia. Après son élection, c'est de ce balcon que le nouveau pape reçoit la tiare, cette coiffe assimilable à la couronne de pape. Et c'est également de cette fenêtre que le premier cardinal prononçait à la foule de fidèles « Habemus papam, nous avons un pape ». Voici le portail de la chapelle, malheureusement très endommagé par la période révolutionnaire. Très sculpté, il est le plus remarquable du palais.
Un accès depuis les appartements du pape permet de descendre dans les jardins du palais, appelés également jardin Benoît XII. Cet espace de détente permet des discussions ou négociations privées. En 1378, la papauté réintègre Rome. Pourtant, certains déclarent que le Saint-Siège est toujours en Avignon et élisent leur propre pape. L'Église se retrouve alors avec deux papes, c'est le grand schisme. Finalement, en 1423, la papauté de Rome reprend son autorité. Après le départ des papes, ce sont les légats qui gouvernent l'Empire d'Avignon et le comtat venessin. Ils réaménagent le palais et y restent jusqu'à la période révolutionnaire où les Avignonnais chassent le dernier représentant du pape en 1791. C'est ainsi qu'Avignon et le comtat venessin furent rattachés à la France.